Bonjour à tous, bienvenue sur Nouveau 19. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir sur le plateau d'On a du nouveau, votre émission quotidienne d'actualité. 4e jour de guerre au Moyen-Orient et 400 000 Français expatriés ou touristes qui sont dans l'attente. Ils sont 25 000 à espérer un retour en France prochainement. Alors que les vols reprennent au compte-gouttes, on fera le point avec une spécialiste du droit et de la défense des usagers en plateau. Une crise au Moyen-Orient qui provoque des queues interminables aux stations-service. Les consommateurs craignent une pénurie d'essence et une hausse des prix. Faut-il vraiment faire des réserves et tout dévaliser comme on l'a déjà connu? On va en débattre avec les chroniqueurs. Pourquoi t'as pas d'enfant? La question est intrusive, mais elle a poussé l'animatrice Enora Malagré à réaliser un documentaire sur la non-maternité. Elle sera avec nous en plateau. L'humoriste et comédien Régis Laspalès sera également avec nous en fin d'émission pour son premier seul en scène, un spectacle loufoque, drôle, dans lequel il se moque des absurdités de ce monde. Et puis avec nous, dans un instant, deux hommes réunis dans leur histoire personnelle et dans un documentaire. Le réalisateur Édouard Bergeon, à qui on doit le film Au nom de la Terre, a suivi Jérôme Bail, l'agriculteur le plus connu de France, fondateur des Ultras de la 64 pour son documentaire Rural. Ça sort demain au cinéma et ils arrivent en plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue. Vous étiez en pleine discussion, hein. T'as Tinder, ça va? J'avais m'acheté là. Bah non, t'es là, toi. Non, t'es là. L'invité, elle est là. Au milieu, Jérôme, c'est très très bien. Alors, il m'a dit là, il faut savoir. Hein. Ah bon? Il a dit vous mettez au plus Ah, mais près. ça, il est déstabilisé parce qu'il vient de voir que ça avait matché là. Ça a matché. C'est vrai, ça a matché avec qui, Jérôme? C'est un signe, je sais pas. J'ai pas eu le temps de lire, t'en vers l'ascenseur. Mais attendez, on va devoir... On refait la Mais scène vous ou... pourriez matcher avec une Parisienne? Ah, dis pas non, dis pas non. Allez, le Ça documentaire. dépend de la parisienne. Ok. On va se poser toutes les bonnes questions, Jérôme et Edouard. Dans un instant, on va parler de votre doc. Mais d'abord, on vous accueille en jouant. C'est la petite tradition dans l'émission, la citation du jour. Faut trouver qui a dit la citation suivante. Si je gagne, je serai président de la République. Jérôme Bail. Non, je l'ai. Alors, ça pourrait être Jérôme Bail. Je l'ai. Vous l'avez pas? Mais arrête, pas? André, tu gagnes tout. Allez-y, je vous donne encore 3 secondes. Allez-y, posez des questions. C'est toujours lui qui gagne. Vous C'est un avez- candidat ou pas? Est-ce que c'est un candidat? Attends, vous avez une petite idée ou pas de qui Non, mais je sais pas, il y a eu un article dans la tribune dimanche Oui. qui disait que j'avais les élections, les élections de la présidentielle en tête. C'est vrai? Donc, ça aurait pu être. Et que t'avais déjà les 500 Et signatures. que j'avais déjà mes 500 signatures. Donc, Est-ce que c'est vrai? ben, c'est vrai. C'est comme le coup de- Moi, j'ai dit à Edouard, si on fait 5 millions d'entrées, je me présente. Donc, ça peut être Attends, moi. Si je gagne le pari, ça peut être moi. Voilà. Est-ce que ça Pause. serait- Pardon, excuse-moi. Le doc rural qui sort demain au cinéma, si ça fait 5 millions d'entrées, vous vous présentez à la présidentielle? Rien. Ce qui est dit. Ce qui est dit sur ce plateau, Ah ouais, c'est non, acté. non, hein. ouais, ça reste là. Je prends mon billet. Bon, en tout cas, la réponse, André. c'est Louis Sarkozy. Voilà, il a Ouais, dit ça. bravo. Il a dit ça ce week-end. Voilà, s'il gagne, Il n'a pas dit que ça, d'après ce que j'ai compris. hein. Non, mais Il a pas dit que Il l'a dit justement aussi. Laisse-moi réfléchir, mais j'ai lu ce qu'il a dit. C'est si fini. Si je suis troisième, c'est Voilà, que les deux c'est ça. premiers les deux premiers rendez-vous m'auront recalé. Et il faut, Le menton il est faut une penser. femme Et difficile. c'est que Voilà. Menton n'est pas une fille facile. Ouais. C'est ce Voilà. qu'il a dit. Il observe, hein. Alors, Jérôme a un Ouais. point, quoi qu'il arrive, parce Complètement, qu'il a ouais, fait une très il très bonne rentre dans le tableau. explication. Et en plus, il a matché sur Tinder, donc ça mérite un point. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais pour la présidentielle, c'était de l'humour. Pour la présidentielle, Non. Edouard. Non, mais par contre, le papier est sorti. Et, Non, on a c'est été vrai. sidérés, en fait. C'est pour ça. On va parler de ce documentaire dans un instant qui sort donc demain et on l'espère qu'il fera 5 millions d'entrées. Mais d'abord, l'actu du jour. Ils sont 400 000 Français, touristes, expatriés, salariés, en déplacement, présents au Moyen-Orient, dans des zones touchées par les tensions suite à la guerre enclenchée par les États-Unis et Israël en Iran. La France est en train de préparer des vols pour rapatrier les ressortissants les plus vulnérables, parce qu'ils sont 25 000 dans la galère pour rentrer. Que peuvent-ils faire? Ils veulent rentrer en France. À qui s'adresser pour être dédommagés? Pour y répondre, nous sommes en plateau avec Anaïs Escudier. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes ancienne avocate, présidente et fondatrice de retardvol.fr. Alors, depuis samedi, la fermeture de l'espace aérien, on va voir les images sur vos écrans. Les vols se sont quasiment arrêtés dans la région, mais ça a repris un petit peu depuis hier soir. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 vols. On en est où là?
Alors effectivement, hier soir, il y a eu une reprise. Un vol Air France a été affrété, mais actuellement, les routes aériennes sont insécurisées, donc c'est vraiment du cas par cas. C'est au fur et à mesure. Il faut se tenir informé, ne pas se rendre à l'aéroport parce que c'est dangereux et on aurait tendance à se dire on veut aller voir si le vol part réellement, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc toujours sur le fil d'Ariane. Toujours sur le fil d'Ariane, exactement. Quels conseils vous pouvez donner aux téléspectateurs justement pour leur assurer une meilleure prise en charge dans ce genre de cas, tout simplement? Dans ce genre de cas, il faut s'inscrire tout de suite sur le fil d'Ariane pour avoir la traçabilité et ensuite prendre attache avec la compagnie aérienne, vérifier auprès des autorités si les vols repartent et ensuite vraiment être patient. C'est pas simple dans ce cas de figure, mais la patience et ensuite faire un recours parce que les passagers ont des droits et je vais pouvoir vous les détailler. Mais dites-moi, l'État a mis en place des vols, là on le sait. Qui est prioritaire, les touristes ou les exilés? Alors, j'imagine que c'est une bonne question. Ça risque d'être similaire à la période de Covid qu'on avait rencontrée et peut-être que ça va être les personnes qui sont dans la nécessité, qui ont des problèmes médicaux, qui ont été touchées de près par les impacts, les bombardements, comme on a vu dans les aéroports, dans les gros hubs. Il y a eu des bombardements directs, donc ça va être ces personnes-là, je pense, qui vont être privilégiées. D'accord, mais il n'y a pas de distinguo entre les touristes et ceux qui sont partis vivre à Les l'étranger. expatriés. Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que ça va être classifié selon les problèmes médicaux et priorisé selon les personnes qui sont dans la nécessité de partir rapidement. Alors, tous ces bouleversements, ça a un coût, évidemment. Qui va indemniser toutes les personnes qui rentrent de façon décalée, qui doivent être hébergées à l'hôtel? Est-ce que ce sont les assurances liées aux compagnies aériennes? Est-ce que ce sont nos assurances personnelles de carte bleue, par exemple? Qui est responsable et qui doit payer? Il y a plusieurs possibilités. Si vous avez souscrit une assurance voyage, effectivement, vous avez la possibilité de peut-être être rapatrié via l'assurance voyage, mais encore une fois, il faut regarder les critères qui sont possibles. Si vous avez réservé votre voyage avec une carte bleue, pareil, il y a des critères qui permettent le rapatriement. Et ensuite, il y a une réglementation qui est une réglementation européenne et qui dépend. Donc là, c'est les compagnies aériennes qui sont tenues de vous indemniser et de vous rembourser. Ça peut être un cumul de toutes ces assurances? Alors, on n'a pas le droit d'être indemnisé plusieurs fois ou remboursé plusieurs fois, donc on ne peut pas cumuler les démarches. J'en sais rien. Ça, c'est pas possible. Tu vois, pour l'hôtel, pour le repas. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de classifier, c'est que le règlement européen, en pareille circonstance, permet aux passagers, en fait, la compagnie aérienne, elle va être tenue de réacheminer le passager ou bien de rembourser le vol qu'il n'a pas utilisé. Si le passager rachète un billet, alors là, on peut le voir, c'est entre 7 000 et 14 000 euros. Là, nos clients nous disent en ce moment, les billets sont donc là, c'est à eux de racheter un billet. Si jamais le pas passager, à la compagnie de le faire? La compagnie doit le faire, mais là, c'est un peu compliqué d'acheter vu qu'il n'y a pas forcément de vol. Si elle n'arrive pas à racheminer le passager a la possibilité, lui, d'acheter un vol et ensuite d'en solliciter le remboursement. 14 000 euros, c'est cher. Voilà, il faut pouvoir les avancer. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il y a énormément de passagers qui sont bloqués à l'autre bout du monde. Wow. Et ce qu'il faut retenir, c'est que comme c'est quelque chose qui est extérieur à la compagnie aérienne, on appelle ça une circonstance extraordinaire. Dans ce cas de figure, les passagers ne peuvent pas être indemnisés. Donc ils ont des droits, remboursement, racheminement et la prise en charge de tous les frais qui vont être engagés, comme les frais d'hôtel, comme les frais alimentaires, justement. Ces frais-là rentrent en considération. Ça va avoir des conséquences sur nos aéroports à nous. Et est-ce que dans ce cas-là, on peut être indemnisé, nous ? Alors, ça a des conséquences forcément, mais il n'y a pas d'indemnisation possible parce que vraiment, c'est quelque chose qui est extérieur à la compagnie aérienne. Donc, il y a vraiment une prise en charge et un remboursement. Là, on parle des perturbations qu'il peut y avoir dans les aéroports parisiens, c'est ça? Alors, français. Dans les aéroports parisiens et français, oui, il va y avoir forcément des répercussions puisque pas mal de passagers sont bloqués, les vols ne partent pas forcément. Mais pas d'indemnité. Mais pas d'indemnité, exactement, c'est ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup Anaïs d'avoir été avec nous et de nous avoir tout expliqué. On vous retrouve sur retardvol.fr pour avoir toutes les informations. Dans un instant, on va vous parler de ceux qui se ruent dans les stations-service parce qu'ils craignent une pénurie d'essence à cause de cette guerre au Moyen-Orient. Mais nous avons nos invités en plateau. L'agriculture est à l'honneur aujourd'hui avec Édouard Bergeon, le réalisateur, et Jérôme Bail, la figure de la contestation agricole. Vous êtes aussi la star de Rural, ce documentaire qui sort demain en salle. Avant de vous en parler, la dernière fois que je vous ai vu, je vous ai croisé au Salon de l'Agriculture parce qu'on a fait une spéciale une nuit au salon On a du nouveau. On s'est bien amusé, je vous ai trouvé très joyeux. Depuis, on a eu le bilan. Le bilan, il est très décevant de ce Salon de l'Agriculture. Il y a eu moins 30% de visiteurs par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous êtes inquiet pour la survie du Salon de l'Agriculture ? Non, on n'est pas inquiet. Non. C'est juste que là, il n'y avait pas de vaches. C'était un salon très particulier.
Et on voit bien qu'à chaque fois, sur l'affiche, c'est une vache qui a été gérie du Salon de l'agriculture. Et que la France agricole est un pays d'élevage. Oui. C'est pas mon voisin qui dira le contraire, c'est un éleveur de bovins. Il y a les éleveurs, mais il y avait aussi tous les producteurs qui avaient des produits. Et eux, ils ont vraiment vécu ça dans le dur. On a pas mal échangé avec eux. J'y suis retourné ce week-end aussi. Et la plupart me disaient, même des historiques qui venaient depuis 15-20 ans, ils disaient nous, on va peut-être pas revenir l'année prochaine. Parce qu'il y a un autre contexte. Il y a une crise agricole qui dure depuis quelques temps. Il y a un contexte financier. On le voit, 17 € l'entrée au salon. 17 €, ouais, c'est quand même, si tu veux acheter. Et aujourd'hui, les finances des Français ne sont pas bonnes. Donc il y a tout ça, mais inquiet non, parce que c'est une belle vitrine pour notre agriculture, c'est une belle vitrine pour la France. Et je pense qu'il faut continuer à faire perdurer ce salon. Et j'espère qu'année prochaine, il n'y aura pas une nouvelle crise sanitaire et qu'il y aura des bovins et que on fera une nocturne avec une caméra encore plus joyeuse, parce que quand il y a beaucoup d'éleveurs, c'est encore plus joyeux. Toute la vie, c'est comme c'est la plus grande ferme de France, on dit du monde, mais la nuit au salon, quand il y a les vaches, il y a la traite, il y a les soins. Il y a les mouvements d'animaux, il y a les gens qui décompressent de leur journée, il y a un peu de tout. On rappelle aux spectateurs, s'il n'y avait pas de vaches, c'est à cause de l'épidémie de dermatose nodulaire qui a aussi, avec la crise aussi. Je vois votre petite tête, Jérôme, mais je vous laisser répondre. Il y a cette crise de cette épidémie de dermatose nodulaire. Vous êtes éleveur bovin. Comment vous l'avez vécu, la crise, et comment vous avez vécu ce que... Je l'ai vécu avec inquiétude, puisque j'ai eu 2 foyers à moins de 15 km de chez moi, donc toujours cette inquiétude, toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, même si notre ministre a fièrement trinqué en disant que c'était du passé, sauf qu'à la fin du salon, on vient d'apprendre qu'il y a un nouveau cas de DNC, de dermatose nodulaire, de l'autre côté de la chaîne des Pyrénées, à la frontière de la France. Je rappelle juste que les mesures, c'est d'abattre tout le troupeau. Ouais, et donc il y a toujours du commerce qui est fait entre la France et l'Espagne. On a toujours des troupeaux français dans notre région Occitanie qui ne sont pas vaccinés sur notre chaîne des Pyrénées. Donc l'inquiétude, elle va être grandissante au printemps, mais on ne connaît pas le futur pour les autres éleveurs français, si la maladie peut se propager ou pas, va se propager ou pas. Et surtout, il y a encore des anomalies dans les règles de la France, dans les règles du commerce, dans les règles sur l'abattage total. Donc, on est encore très, très inquiet. Le documentaire rural, ça sort demain au cinéma. Édouard, vous avez fait le choix de suivre Jérôme dans son quotidien d'agriculteur, dans son engagement. Moi, ce qui m'a touchée, c'est que vous avez une histoire tous les deux similaire. Vous avez perdu vos papas qui se sont donné la mort. C'est ça aussi que vous aviez envie de montrer? C'est pour ça l'engagement, pour qu'il n'y ait plus jamais un seul agriculteur qui a envie d'en finir? Moi, c'est mon combat depuis 2 ans, mais après, cette histoire qu'on a tous les deux, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est super complices et que j'ai accepté le projet, malheureusement. Et oui, c'est un combat qu'on doit mener puisque c'est inconcevable qu'aujourd'hui, des agriculteurs, des gens qui se lèvent tous les jours, qui font de leur mieux, qui respectent toutes les normes, qui respectent tous les changements on va dire, de réglementation et qui le font à la lettre. À la fin, arriver presque à la retraite, se mettre une balle dans la tête. Après, ça, c'est le postulat de départ et c'est ce qui nous rassemble. Mais le film rural et ce qu'on a voulu montrer, c'est, sans angélisme aucun, c'est un film positif. Bien sûr, je parlais juste de ce point de départ qui vous... Bien sûr, mais c'est un film où Jérôme, c'est un garçon qui chante beaucoup. Dès les premières séquences, c'était important pour moi de le voir chanter parce qu'il chante tout le temps et c'est un paysan heureux. Et charismatique et qui montre toute la beauté de son territoire, de son métier, même si c'est du travail, on le sait, un agriculteur, un éleveur, c'est tous les jours, c'est le vivant, c'est le jour, la nuit, pour avoir des belles bêtes comme ça, mais il y a beaucoup de lumière dans ce film. Pourquoi c'est lui que vous aviez envie de suivre? Parce qu'on a ces histoires communes, parce qu'on a le même âge, parce qu'on se ressemble un petit peu, même si ça se voit pas trop comme ça, mais et parce qu'il a un destin. Il a un destin, et surtout, ce qui me... il y avait ce que certains pouvaient penser de Jérôme Bail, les réseaux, certaines rédactions, certaines rumeurs. Et en fait, moi, j'aime bien aller rencontrer, creuser pour montrer l'intime. Qui est réellement Jérôme Bail avec ses forces, ses faiblesses, sa sensibilité, sa maman qui a un grand rôle dans le film. Et puis ses enfants qui débarquent à la ferme, qui n'étaient pas du monde agricole et qui, devant la caméra, vont découvrir l'agriculture. Et Evan, 12 ans, qui joue à la PlayStation plusieurs heures par jour, aujourd'hui, il rêve de quoi? De devenir
Agriculteur. On découvre le vrai Jérôme Bail. On découvre aussi que vous avez la cote auprès des politiques. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont tous tenté de vous draguer. Ouais. Non, c'est parce que vous avez... C'était Tinder politique tout à l'heure. C'était Tinder politique. Ah ouais, ils veulent tous un quart en quart en fait. Parce que... C'est l'avantage, c'est qu'ils ont tous essayé. Mais ils ne sont pas arrivés. Pas encore, peut-être. Bon, je suis persuadé là-dessus. Oui, mais justement, on voit bien que vous voulez vous adosser à aucun parti politique. De toute évidence, vous êtes peut-être déçu par tous les partis politiques. Mais comment on peut faire... Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible de faire avancer les choses sans avoir un appui politique? Mais moi, je l'ai compris. C'est pour ça que je parle à tous. C'est tout simplement ça. Dans la vie, il ne faut pas faire qu'espérer en pensant qu'il faut aller voir les gens qui sont en place. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec les gens qui sont en place, mais je vais les voir, je discute avec eux, j'échange mon point de vue, j'essaie de dialoguer, et après on le voit, et vous le voyez aussi bien que moi, puisque vous êtes des journalistes, on est dans une société qui est totalement fracturée, et aujourd'hui on est devenu même une société extrémiste, c'est soit on est pour, soit on est contre, il n'y a plus de tolérance envers l'autre. Et bien moi je vais essayer de remettre ce dialogue, d'aller voir les gens, de leur dire peut-être en face ce que je pense, même si ça ne leur plaît pas, mais au moins essayer d'échanger avec eux pour leur faire changer d'avis. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je pense que la sauvegarde de notre agriculture, de notre monde rural, ça passera par là. Parce qu'on le voit dans le documentaire, avec Marine Tonnelier, par exemple. C'est une des premières séquences où on voit avec quelqu'un de politique. C'est que depuis 15 ans, 20 ans, on oppose tout simplement l'agriculture à l'écologie. Alors que pour moi, l'un va pas sans l'autre. L'un va avec l'autre. On voit très bien tout le travail que vous faites et ce que vous échangez avec les politiques. Tu voulais avoir un avis sur un autre échange? Oui, justement, parce que ce week-end, il y a quelqu'un qui s'est exprimé. Ce n'est pas un politicien, mais voilà, c'est tout comme il est dans la sphère politique. Justement, c'est Michel-Édouard Leclerc qui est revenu sur cette opposition aussi dont vous parlez entre lui, ses magasins et les agriculteurs. C'est un truc très français. Et ça s'est accéléré en 2015, à un moment donné. Après qu'on ait lancé les VTC, les Uber contre les taxis, on a envoyé les agriculteurs sur les parkings des supermarchés. Et cette opposition, est-ce que vous pensez, vous, justement, que quelqu'un comme Michel-Édouard Leclerc, il va aider votre cause? Il peut aider votre cause? Je le pense. Je ne sais pas si je le pense, mais en tout cas, je l'espère, parce que qu'ils se disent un truc, c'est que le jour où c'est que... Quand on aura un contexte géopolitique comme on a actuellement, avec une guerre qui peut éclater à tout moment, avec le prix du gasoil qui augmente et qu'on n'est pas sûr d'être approvisionné, et que les magasins risquent d'être vides d'ici peu, il va être content d'avoir les agriculteurs français. Donc pour moi, je pense que oui, je pense qu'il va falloir renouer le dialogue avec ces gens-là aussi, avec la grande distribution, mais il va falloir qu'ils comprennent un truc, c'est que s'ils montent dans notre voiture, il faudra que ce soit nous qui conduisons. Il y a plein de moments qui peuvent devenir cultes dans votre documentaire, Édouard. Il y a un extrait qui m'a amusé. Je voudrais qu'on le regarde. On comprend bien la complexité du métier d'agriculteur. Celle-là, le MPC, touche à l'aide de couplet. Et les MLC? S'il y a une prairie temporaire qui bascule en prairie permanente, alors qu'on ne le sait pas, ça peut faire perdre l'éco-régime, en fait. En fait, la culture qu'on va faire, il faut déjà savoir si on va la faire manger aux vaches ou si on va la vendre. Là, on a pris juste un extrait, mais pendant un petit moment, c'est une discussion avec des lettres, des chiffres. J'ai beau avoir de la famille qui vit à côté des agriculteurs, je ne savais pas que ça se passait comme ça. C'est ça le problème aussi, c'est trop complexe. Peu de monde peut imaginer toute la pression administrative qui est exercée sur les agriculteurs. Il y a quoi? Il y a un satellite qui passe toutes les 48 heures. 48 heures au-dessus de tous les champs. Ouais, qui surveille nos champs, voir le verdissement, on calcule la pousse de l'herbe, donc en fait, on peut pas tricher. Je le dis, on est plus surveillé qu'un fichier S. Si tu déplaces un tas de fumier, ça se voit 72 heures après. Et là, quand il y a un contrôle, le tas de fumier n'est plus au bon endroit. S'il est à moins de 30 mètres d'une rivière, tu peux être contrôlé. Et donc là, après, c'est des amendes c'est des retiens sur la PAC, des retenues sur la PAC. Les aides compensatoires qui sont quand même créées pour que le consommateur puisse manger moins cher. Donc, Quand en 92, on a voulu s'aligner sur les cours mondiaux, on a dit pour accepter que les Français, la population européenne mange moins cher, on va donner une aide compensatoire aux agriculteurs. Donc cette aide, où c'est que tout le monde dit les agriculteurs vivent de la PAC, non. Les agriculteurs, on récupère la PAC, c'est tout simplement parce qu'on vous fait manger moins cher. Donc là, c'est une aide aux consommateurs, pas aux agriculteurs à l'origine. Et l'administratif, dans l'emploi du temps d'un agriculteur, c'est environ une journée par semaine.
Wow, L'administratif. C'est énorme, une Ah bah journée oui, par oui, ça. Pour conclure, on parlait de Tinder tout à l'heure, mais il y a une Oui, question voilà. qu'on pose. Moi, je ne suis pas très Je suis administrative. célibataire. Je suis plutôt romantique, justement. Moi aussi, ça Et peut forcément. Allez, bon bah, on va vous laisser. À la fin du documentaire, il y a une séquence avec un trèfle à 5 feuilles, si je me 6 feuilles. souviens bien. 6 feuilles. Et apparemment, ça présage de l'arrivée de l'amour. Moi, j'ai une question. Évidemment, quand on pense agriculture et amour, eh bien, on pense à l'amour est dans le pré. Est-ce que vous participeriez à une émission telle que celle-ci? Non. C'est vrai? Non, j'aime pas les caméras. T'es plusieurs fois. Ah, Ça fait combien de fois qu'on te sollicite? Moi, je pense. Ah oui, c'est vrai. 3, 4 fois. J'imagine. Et j'ai mangé avec Karine Marchand il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas mon truc. Édouard, c'est pas mon truc, je suis plutôt indiscret, timide. Ah, là, il va- Quand il s'agit des sentiments, c'est Pour vivre heureux, il faut vivre caché. L'amour est dans le pré? Moi, non. Non? Bon, allez. Non, moi, tout va bien. Il a trouvé l'amour dans la rue. Donc D'amour de la rue. Eh ben super. ouais, parce que quand t'habites à Paris, dans les L'amour prés, dans c'est le bitume. difficile. Parce que, Dans le jardin? parce que Ouais, dans un rural, c'est la rue qui râle. Donc. Merci à tous les deux. Rural, ça sort demain au cinéma. Vous restez avec nous. C'est le débat du jour. Débat. Allez, ça va être un débat très rapide parce que je suis en retard. Une seule image dans le mur de l'info, celle d'une station-service. Les stations-service, elles sont prises d'assaut en ce moment parce que la guerre au Moyen-Orient fait craindre une pénurie d'essence. Vous faites partie de ceux qui vont dévaliser les rayons ou pas? Pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Non. Moi, je suis un peu folle. Ouais. Moi, je suis folle. Toi, tu vas le faire, toi? Je pourrais le faire. Vais-je le faire? C'est ma vie privée. Genre, t'es du genre à avoir acheté plein de rouleaux de PQ au Covid, Je toi. suis barge là-dessus. Je Ok, fous de d'accord. manquer. Maintenant, on a déjà de l'expérience, Édouard quand même. On voit bien que ce contexte géopolitique international qui est vraiment compliqué peut même nous influencer la sortie du film demain au cinéma, puisque faire la queue pour les rayons d'essence, c'est-à-dire faire attention à son carburant et l'utiliser pour des dépenses, enfin pour vraiment des trajets primaires. Est-ce que les loisirs font partie des trajets primaires? Donc c'est vraiment un caillou dans la chaussure pour tout le monde et ça nous impacte tous en fait. Ah ouais. Il n'y a pas de sinistrose, il y a de l'essence. Et Pour l'instant, tout va bien. Ouais, Justement, il y en a pour l'instant. Alors, c'est un détroit qui est bloqué. Pour l'instant, il y en a. Et ce qui va provoquer la pénurie, c'est tous les gens qui vont se ruer, justement, et remplir les jerrycans. Moi, c'est vrai que les dernières fois, on l'a déjà vécu, en fait, cette avec le scène. Covid, c'est Ouais. pareil. Voilà, avec le Covid, des gens qui remplissaient des jerrycans pour dire je vais tondre ma pelouse. Et ils remplissaient 40 litres. Non, mais en fait, c'est tout ce réflexe-là automatique qu'il faut bannir. Ne vous ruez pas. Si on consomme tous normalement, la pénurie, on les verra jamais. Là, Après, on n'y va pas. Ce qui est bien, c'est que les carburants ont pris 10 centimes déjà depuis hier. À peine 8%, hein, et- 8%, pas plus. Hein. Et bizarrement, quand le baril baisse, ça ne baisse pas du jour au lendemain. Non, ça augmente plus vite que ça ne baisse. Ça, Et c'est donc, sûr. encore une fois, dans le malheur des gens, il y en a qui vont gagner de l'argent et qui profitent de ça. Mais pour nous, alors, agriculteurs, alors, je ne souhaite vraiment pas qu'il y ait une guerre, loin de là, mais on va comprendre peut-être qu'aujourd'hui, en France, on dépend beaucoup des autres pays et qu'on commence à devenir un pays qui est plus souverain et même dans l'alimentation, d'un autre côté, je me dis que les gens vont repenser qu'il y a des agriculteurs en France et qu'encore une fois, comme pendant le Covid, on risque d'en avoir besoin et malheureusement, ils nous oublient un peu après. Et c'est dommage, mais c'est un petit message. On ne va pas vous oublier dès demain. Rural, ça sort dans toutes les salles de cinéma. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Jérôme, merci Édouard. Dans un instant, restez là. On se pose cette question. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Ne répondez pas. C'est le titre du documentaire d'Enora Malagré. L'animatrice sera avec nous. À tout de suite.